Je passe la parole à Jenny Raflick, notre collègue porte-parole à l'Université de Nantes, pour Monet, Schuman et l'Europe de la défense, ô combien actuelle comme sujet. Jenny, à toi. Exactement, je vais vous parler de l'actualité en vous parlant de Monnet et de Schuman. Je pense que vous verrez assez rapidement ce que je veux dire. Alors, Robert Schuman et Jean Monnet sont, comme père de l'Europe, des apôtres de la paix. Le mot vient juste d'être utilisé, il revient sans cesse quand il est question de leur parcours, de leur héritage. Mais les chemins de la paix, et j'emprunte l'expression bien sûr au titre du livre publié par Gérard Dossoy et Andreas Wilkens, ne sont que très rarement désarmés. Et en l'occurrence, les destins de Monnet et de Schuman se sont souvent croisés et se sont notamment croisés sur les questions. Voilà. Je traiterai des questions de défense, et pas seulement d'Europe de la défense, parce que précisément la défense s'inscrit surtout dans le cadre de l'OTAN à l'époque, mais ils se sont notamment croisés autour de l'affaire de la Communauté européenne de défense et du réarmement allemand. Une affaire qui est, je crois, un jalon essentiel, y compris par son échec et par les traces qu'elle a laissées dans l'histoire de la défense européenne de façon beaucoup plus large. Alors, d'où un paradoxe, qui est vraiment ce que je voudrais montrer dans cette communication, c'est que ces deux hommes, et je commencerai un peu par là, que tout éloignés de la défense et de l'armée, et des questions militaires en tout cas, ont été amenés à contribuer à la défense de l'Europe au début de la guerre froide. Ils l'ont fait de façon souvent plus parallèle que conjointe, mais ils sont allés dans la même direction. Donc, je vais évoquer ça en trois temps. D'abord, leurs efforts pour impliquer les États-Unis dans la défense de l'Europe et cette construction très ambiguë d'Europe euro-atlantique en matière de défense, parce qu'on est vraiment dans une construction transatlantique. Ensuite, je reviendrai sur l'épisode clé de la Communauté européenne de défense, donc le plan Schuman appliqué à la défense. Et je terminerai par un épisode beaucoup moins connu de leur action commune, et qui là est véritablement une action commune. C'est l'épisode du TCC, le comité de l'OTAN, où Robert Schuman a choisi de nommer Jean Monnet, très précisément. Alors, d'abord sur leurs efforts communs pour impliquer les États-Unis dans la défense de l'Europe. Les deux hommes, je crois, partagent une conviction, c'est que l'avenir de l'Europe passe par ses relations avec les États-Unis. Alors, Jean Monnet et Schuman n'entretiennent pas les mêmes liens avec les États-Unis, même si ces liens vont finir par converger. Alors, je suis arrivée en retard, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais Jean Monnet, évidemment, a une connaissance très fine, une parfaite maîtrise de l'anglais. Il a voyagé, il a vécu aux États-Unis, bien avant que ses fonctions officielles ne l'y mènent pendant les deux guerres mondiales. Et surtout, et c'est un point important, il a noué très tôt des relations personnelles essentielles. En 1919, il rencontre, par exemple, le futur secrétaire d'État John Foster Dulles, mais aussi John McLeod, Walter Lippmann. Alors, des relations qui sont d'ailleurs pas toujours que professionnelles, qui vont être aussi privées. Il va se lier d'amitié avec Frankfurter, juge à la Cour suprême, avec Avril Ruyman, Dean Acheson. Ce sont des noms que je vais réévoquer par la suite à de multiples reprises. Des relations qui jouent un grand rôle dans la négociation du plan Marshall, mais ce sont les mêmes réseaux qui seront mobilisés en faveur du plan Schuman, en faveur de la Communauté européenne de défense. Schuman, lui, n'a pas de connaissance particulière des États-Unis avant son arrivée dans les gouvernements de la 4e République. De ce que j'ai compris, c'est même en tant que ministre qu'il va pour la première fois aux États-Unis. Ses voyages de jeunesse l'ont évidemment conduit ailleurs. Il parle mal l'anglais. Il a besoin d'un interprète. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des relations personnelles très correctes avec certains dirigeants américains et notamment un ami commun qui va être Dean Acheson dans ces relations. Et puis, l'entremise de Jean Monnet va faire le reste finalement pour ses contacts aux États-Unis. Avec un crédit personnel dont jouit Robert Schuman auprès des dirigeants américains et qui est un atout indéniable pour la politique française en la matière. Alors ça, c'est pour leur relation avec les États-Unis. Les deux hommes se retrouvent donc sur cet objectif. La France a besoin de l'aide américaine. Et l'aide américaine, c'est quoi? Voilà, elle va avoir plusieurs sens. Tout d'abord pour se reconstruire, ça c'est évident. Et là encore, les itinéraires se croisent. Jean Monnet est au plan. Quand George Marshall propose les plans Marshall, Robert Schuman est à l'époque ministre des Finances. Il sera président du Conseil au moment de la signature de l'accord de juin 1948 qui permet à la France de bénéficier du plan Marshall. Donc là, les deux sont aux manettes au même moment.
c'est par leur fonction qu'ils sont conduits à agir ensemble à ce moment-là. Et les deux, parallèlement, quand on regarde un peu leur correspondance, sont conscients du risque de dépendance qui se dessine à l'égard des États-Unis. Alors, besoin de l'aide américaine, mais prudence à l'égard de l'aide américaine. On a plusieurs témoignages et plusieurs courriers qui en attestent. Ces craintes, voilà, elles vont se retrouver sur les questions de défense. Et là, autre point de convergence, c'est leur approche de ces questions de défense. Alors, aucun des deux n'est un spécialiste de ce domaine. Dans un précédent colloque, j'avais parlé de la relation Monnet-De Gaulle, où là, on avait un homme issu de la carrière militaire. Monnet et Schuman, non. Ils ont tous les deux été réformés pendant la Première Guerre mondiale pour raisons médicales. Alors, Schuman est quand même incorporé dans l'armée allemande, mais dans des fonctions administratives. Aucun des deux n'a combattu pendant aucune des deux guerres, ce qui les distingue d'énormément de leurs concitoyens, de leurs contemporains. Voilà, c'est vraiment une particularité de ne pas avoir combattu quand on est un homme de cet âge-là, dans cette génération. Et les deux ont une approche semblable, globale, de la paix et des questions de sécurité. Une conception qui englobe, comme le montre la CECA d'ailleurs, les relations économiques, commerciales, mais qui va plus loin, qui va comporter des aspects psychologiques, la défense totale, comme on la conçoit aujourd'hui finalement, beaucoup plus qu'une défense classique de la chose militaire et entre les mains de l'armée. Et donc, de ce qui précède, ces deux hommes vont partager cette nécessité de l'aide américaine, de leur conception globale de la paix, et donc en découle une certaine idée, finalement, de ce que doit être la construction européenne et de ce que doit être la construction et la relation transatlantique. Et en matière de défense, il est absolument impossible, dans cette période, et je pense jusqu'à aujourd'hui, de distinguer pleinement ce qui relève de la construction européenne de ce qui relève de la mise en place du pacte atlantique, parce que les deux s'enchevêtrent en permanence. Et je voudrais le rappeler, ça c'est mon petit militantisme personnel, la CECA n'est pas le premier traité européen. Le premier traité européen, c'est le traité de Bruxelles. C'est par là et c'est par la défense qu'a commencé la construction de l'Europe. Voilà. Invisibilisé par le choix de la date du 9 mai pour... voilà. Donc, on a cette construction euro-atlantique vraiment qui est extrêmement mêlée en termes de défense. Alors, pour ce qui est de la négociation du pacte atlantique, là, on a une inégalité claire entre les deux hommes. Robert Schuman est mêlé dès le début aux négociations du pacte atlantique. Et quand je dis dès le début, c'était décembre 1947, les premières conversations exploratoires. Il y a très peu de personnes en France qui sont aux manettes. Il y a Jean Ibido, Robert Schuman et le général Billotte. Voilà, c'est vraiment les trois qui lancent ces premières négociations. Ensuite, évidemment, tout le Quai d'Orsay va être impliqué, le ministère de la Défense, mais on retrouve Robert Schuman vraiment au premier plan, et c'est lui qui signe le traité de Washington en 1949, en avril 1949. Je n'ai jamais trouvé dans tous les documents sur la négociation du traité de l'OTAN de Washington, je n'ai jamais trouvé le nom de Jean Monnet. Il est au plan, il est sans doute informé, mais il n'est pas du tout acteur des conversations de l'époque. Et alors, pour ma thèse, je pense que j'ai vraiment dépouillé tout ce qui touchait aux négociations de l'OTAN. Je n'ai jamais vu son nom, à aucun moment. En revanche, ce qui est intéressant, c'est leur conception de la communauté atlantique qui va en découler. Puisque pour les deux, finalement, alors, traité de Washington ou de façon générale, les relations, y compris autour de ce qui se met en place avec le plan Marshall et le plan de façon plus large, Europe et Amérique ont des intérêts communs. Il y a une idée de communauté. Alors, une citation de Robert Schuman, quand il parle de l'Alliance Atlantique, il dit communauté spirituelle, communauté militaire, communauté économique et sociale. Mais il dit d'abord communauté spirituelle. Il y a quelque chose qui existe, mais qui est amené à se développer une fois que l'Europe sera assez forte pour faire le poids face aux États-Unis comme un bloc. Donc, je pense que Jean Monnet est sur la même ligne. Pour Schuman comme pour Jean Monnet,
il y a évidemment une culture commune des fondements entre les États-Unis et l'Europe occidentale. Mais si on veut construire une communauté qui soit véritablement transatlantique, l'atlantisme appartient à l'avenir, alors que la construction européenne appartient au présent. Et ça ne peut se faire que par État, voilà, par un élargissement géographique finalement de la construction. Et donc, provisoirement en tout cas, l'atlantisme s'incarne uniquement dans les aspects militaires de l'OTAN. Alors, tout va être mis à mal en 1950, avec l'affaire du réarmement allemand. Je reviens très très rapidement sur le contexte. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. On est bien loin de l'Europe, et pourtant c'est le point de départ. Jean Monnet comprend tout de suite ce que ça signifie. Il écrit dans ses mémoires: rarement au cours de ma vie j'ai entendu avec autant de netteté le signal du changement qu'en cette année qui partageait le siècle. Alors, le déclenchement des hostilités en Corée surprend les Français en pleine crise ministérielle. Et évidemment, l'inquiétude est absolument mondiale à ce moment-là. Je fais très court, mais l'idée qui domine, c'est que la Troisième Guerre mondiale vient d'éclater et que le déclenchement de la guerre de Corée, c'est une diversion, hein, l'ouverture d'un second front pour servir de diversion avant que les troupes soviétiques attaquent massivement l'Europe. À ce moment-là, on pense que la guerre est pour demain. Petit point très important, ça ne pousse pas du tout les Français à résoudre la crise ministérielle. Le monde prépare la Troisième Guerre mondiale, nous, fidèles à lui-même. Voilà. Et évidemment, je plaisante, mais ça joue sur l'opinion que les Alliés vont avoir des Français à ce moment-là, bien sûr, et notamment le regard des Américains. Alors, il se trouve qu'au moment où la guerre de Corée éclate, le traité de Washington, donc il a été signé en avril 1949, là on est en juin 1950, il est assez balbutiement, les organisations... Alors, l'OTAN n'existe pas, ça reste l'Alliance Atlantique à ce moment-là, précisément, différence entre les deux. Il est assez balbutiement, on commence à s'organiser, à mettre en place quelques institutions. Et la guerre de Corée, évidemment, indique qu'il faut accélérer. D'autant plus que, et ça c'est un autre point important, sur le terrain, les choses ne se passent pas très bien en Corée. Les renforts américains sont longs à arriver, les troupes mettent du temps à s'organiser, voilà, et donc il faut aller vite. Et le mot qui domine, c'est réarmement. Il faut réarmer, il faut un réarmement occidental. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que j'allais vous parler de l'actualité. Et les choses vont dégénérer dans le camp occidental lors du Conseil atlantique qui s'ouvre en septembre 1950, lorsque le secrétaire d'État américain Dean Acheson, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ami de Monnet, l'ami de Schuman, propose l'intégration militaire, propose de créer l'OTAN. Alors l'intégration militaire, les Français en rêvent et le demandent depuis très longtemps. En fait, ça va devenir le commandement intégré de l'OTAN tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Mais cette intégration militaire, elle passe par le réarmement allemand et par l'entrée de la RFA dans l'OTAN. Alors, c'est Robert Schuman qui représente la France lors de ce Conseil atlantique. Il a, et là j'utilise l'expression que Jean Monnet lui-même donne dans ses mémoires, il a un choc. Il est consterné. Et Jean Monnet explique, c'était la première fois qu'on réveillait le fantôme du soldat allemand. Jusqu'à maintenant, nous pensions en termes de contribution économique de l'Allemagne à la défense. Cette conception globale qui était la leur de la défense. Et donc, ils pensaient que l'Allemagne allait participer à la défense. Alors, pour Monnet comme pour Schuman, c'est une évidence. L'Allemagne va participer à la défense occidentale. Mais ils pensaient en termes de financement ou en termes de contribution économique, de contribution matérielle et matières premières. Le charbon, l'acier, bien sûr, ce sont des éléments propres à la défense. Et leur consternation à tous les deux tient non seulement de cette exigence, de la brutalité. Alors, en termes de discours, il faut reprendre les échanges de ce Conseil atlantique de septembre 1950. C'est très, très violent. Le discours américain est d'une brutalité totale. Dean Acheson est vraiment extrêmement dur dans les débats. Il n'y a pas de caméra, mais on est dans des choses qui peuvent aussi rappeler l'actualité. Leur consternation, elle vient d'un autre point. C'est l'attitude de tous les autres alliés de l'OTAN. Puisque les Britanniques hésitent pendant 24 heures, voilà, mais très rapidement, à la réunion suivante, en fait,
tous les membres de l'Alliance se sont rangés derrière la proposition américaine et la France est totalement isolée au sein de l'OTAN. Il n'y a que Schuman qui continue, Schuman et Jules Mock, qui est là aussi pour représenter la France, qui continue de s'opposer au réarmement allemand. Il est au pied du mur, il lui faut soit accepter les propositions américaines, soit proposer une alternative, et cette alternative, elle vient de Jean Monnet. Monnet a rédigé à l'intention de Robert Schuman, dans la perspective de ce Conseil atlantique de septembre 1950, et dans lequel il écrivait « L'aggravation de la situation internationale a mis le réarmement en premier plan, par là même la nécessaire participation de l'Allemagne à la défense commune et la révision en conséquence de son statut actuel appelle des décisions urgentes. Elles vont être examinées à Washington, il ne faut pas qu'elles soient prises indépendamment de la réalisation du plan Schuman. » Donc, on avait vraiment cette idée de contribution par les matières premières, par l'économie, à la défense occidentale, mais absolument pas l'idée de recréer une armée allemande et encore moins de faire entrer l'Allemagne dans l'OTAN. Ils étaient dans une perspective totalement européenne. Alors, face à l'urgence, il faut préciser le projet et Jean Monnet élabore ce que l'on va connaître ensuite sous le nom de plan Pleven. Un plan Pleven qui est modéré, qui est prudent, qui va se développer petit à petit, hein. Je ne vais pas refaire le détail parce que là, le sujet, c'est la relation Monnet-Schuman. Un plan Pleven, surtout, qui a du mal à être présenté aux Alliés. Les Américains n'en veulent pas. Les Américains ne veulent pas de la CED dans cette première étape. Les Américains, mais les Européens non plus. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Paul Van Zeeland, qui est au Foreign Office au mois d'octobre et qui dit qu'en les circonstances actuelles, la paix mondiale est plus menacée par les Français que par les Russes. Voilà, c'est sa réaction au plan Pleven et au projet français de CED. Donc, Jean Monnet va mobiliser ses réseaux. Voilà. Et on va voir tous les réseaux Monnet entrer en action. Il organise des rencontres. Alors, Jean Monnet ménage notamment des réunions entre Robert Schuman et McCloy et d'autres acteurs, d'autres membres de son réseau américain. Et petit à petit, les efforts conjoints de Robert Schuman et de Jean Monnet convainquent les Américains de se rallier au projet de communauté européenne de défense. Ils s'y rallient tellement qu'ils vont faire, à partir de là, une pression excessive sur les Français pour qu'ils ratifient et avancent dans les projets de communauté européenne de défense. Le rapport de force s'est pleinement inversé à partir du moment où Jean Monnet et Robert Schuman ont réussi à défendre le projet. Alors, encore une fois, je passe très vite sur les travaux et les négociations, le détail. La conversion importante, c'est celle d'Eisenhower. Jean Monnet a vraiment ciblé Eisenhower dans l'action de ses réseaux pour le convaincre. Et petit à petit, on arrive à la signature du projet définitif le 27 mai 1952. Alors, un point intéressant, si Monnet et Schuman ont tout fait pour défendre le projet, on sent qu'ils sont pas, c'est pas comme la CK. Ils sont pas convaincus, ils sont pas enthousiastes, ils sont pas certains du résultat. Schuman est plutôt inquiet, préoccupé, et puis très rapidement, Jean Monnet, lui, va se désintéresser du dossier. Il participe pas à la campagne qui commence pour la ratification. Et là, il y a deux pistes. Par désintérêt, parce qu'il sent que c'est mal parti, c'est possible. Autre explication, Robert Schuman lui a confié une autre mission. Et cette mission, c'est la réforme de l'OTAN. Alors, depuis la signature du traité de Washington, autre constance dans la politique française, la France demande une direction A3 de l'Alliance atlantique. Bon, rien de nouveau avec le mémorandum de 58, c'est une vieille demande française depuis 1949. Et avec l'intégration militaire décidée en septembre 50,
il y a une opportunité, une vraie opportunité. À partir du moment où on a un commandement intégré, il faut qu'il y ait une direction civile aussi. Je veux dire, si on a une armée commune et une politique de défense commune, il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui va initier une coordination politique. Et pour ça, pour l'étude de cette question et de cette réforme, Robert Schuman propose aux membres de l'OTAN la création d'un groupe de travail de 4 hommes sages. C'est l'expression de l'époque, les sages. Ça s'appellera le comité des sages, le travaux des sages. Il y a plusieurs comités des sages dans l'histoire de l'OTAN, c'est le tout premier. 2 représentants de pays européens, un Français, un Britannique, et 2 représentants des pays qui fournissent l'aide à l'Europe, un Américain, un Canadien. On retrouve le noyau. Alors, ça ne se passe pas très bien. Les petites puissances ne sont pas vraiment d'accord pour que se mette en place ce comité à 4, qui serait déjà un groupe de direction des grandes puissances. Donc, on trouve une solution intermédiaire. On crée un comité avec un représentant de chaque membre, mais qui a un bureau exécutif qui va être le fameux comité des sages, baptisé comité temporaire du Conseil, qui doit proposer une réforme pour rendre le pacte atlantique plus efficace. Les États-Unis nomment Avril Havemann, la France Jean Monnet et les Britanniques Edward Plowden. Les réseaux Jean Monnet en action, encore une fois. Les 3 hommes se connaissent de longue date. Alors, je cite Jean Monnet, il dit « J'avais connu Plowden au début de la guerre à Londres au ministère des Approvisionnements. C'était un homme d'esprit pénétrant, tempérament actif, doué de qualités remarquables. Je connaissais Harriman depuis longtemps, mais nous n'avions jamais travaillé ensemble. La relation n'était que personnelle, pas professionnelle. Il y avait de la distinction dans son abord, de la rigueur dans son esprit, et sa capacité de négocier était remarquable. » Bref, sous l'impulsion de Robert Schuman, les réseaux Jean Monnet se mettent en action. Alors, avec une différence importante. Schuman attend beaucoup de ce comité, et notamment qu'il préfigure le directoire A3 que les Français ne cessent de demander. Or, Monnet s'investit très peu dans ce comité, sans enthousiasme. Il ne lui consacre que quelques lignes et sans même donner le nom de ce comité dans ses mémoires. Il reconnaît lui-même que Hirsch a assumé le plus lourd de la tâche. De fait, les travaux sont menés essentiellement par Hirsch et Houry, qui accompagnent Jean Monnet au plan, et qui finalement font l'essentiel du travail. Ils assistent à toutes les réunions, c'est eux qui réunissent la documentation, et c'est eux qui participent aux réunions du bureau exécutif à la place de Jean Monnet. Ce qui n'est pas sans inconvénient. Alors, c'est assez compliqué d'aller sur d'être vraiment précis sur les travaux de ce comité. Il y a beaucoup de tensions et de jalousie dans les administrations françaises. Alors, le ministère des Finances est vent debout parce qu'il n'y a pas de contact, ils ne savent pas ce qui se passe. De fait, l'équipe que Monnet réunit autour de lui n'était pas au courant des conversations en cours avec les Américains. Et très souvent, alors c'est là que je suis d'accord avec l'administration du ministère des Finances, c'est-à-dire qu'on reste sur notre fin, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de visibilité, et on a beaucoup de papiers qui, en séance officielle, il ne se passe rien, et puis on a juste une petite mention, les conversations se poursuivent en comité privé, et puis le début du compte-rendu suivant entérine l'accord du comité privé, mais il n'y a pas de trace écrite de ce qui a été entériné. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est dit. Voilà. Donc, un manque de transparence important qui se traduit par un manque de sources. Et puis, l'attitude de Monnet, ou plutôt le désintérêt de Monnet, suscite des tensions entre les 3 sages. Plowden n'est pas content. Il y a une citation intéressante. Plowden dit « Sa mission ne l'intéressait pas. Il était souvent difficile de travailler avec lui. L'OTAN a été à ses yeux... » Et ça, c'est très important. L'OTAN était à ses yeux une organisation purement intergouvernementale, donc rien de vraiment important ne pouvait en sortir. Pour Jean Monnet, c'est trop intergouvernemental, ça n'a pas d'intérêt. Alors que pour Robert Schuman, c'est vraiment un comité qui doit être absolument essentiel pour permettre le directoire A3 de l'OTAN. Alors, l'enjeu était pourtant clé. Alors, que nous a laissé ce comité? Et je terminerai rapidement là-dessus. Un premier point fondamental, c'est la structure telle qu'on la connaît quasiment encore aujourd'hui de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est sur les recommandations de ce comité que lors du Grand Conseil Atlantique de Lisbonne est créé le secrétaire général de l'OTAN, toutes les infrastructures permanentes de l'organisation. Alors, finalement, avec un accord assez simple.
Et le deuxième point important, c'est la question et je reviens un peu à l'actualité, mais tout en restant en 1952, du partage du fardeau. La question du financement des budgets de l'OTAN, qui paye quoi? Alors, les Français ont une obsession et là, Jean Monnet et Robert Schuman vont agir ensemble, c'est de faire reconnaître le coût de la guerre d'Indochine comme un élément du financement de la défense commune. Et alors, on n'utilise pas du tout l'expression à l'époque, mais c'est la première opération hors zone de l'OTAN, l'Indochine, puisque la France obtient par l'effort conjoint de Jean Monnet et de Robert Schuman, et là, ce sont vraiment eux qui sont à la manœuvre, pardon, obtient que le Conseil atlantique reconnaisse que la guerre d'Indochine est une mission de l'OTAN et entre dans les missions de l'OTAN et participe de la défense commune contre le communisme. Et donc va rentrer dans tous les calculs des financements. Pour autant, le rapport des sages propose aussi des budgets de réarmement. Et là, c'est plus compliqué. Les États-Unis vont rechanger d'avis à plusieurs reprises. Il y a pas mal de va-et-vient, mais ils ont obtenu que le coût de l'Indochine soit pris en compte dans l'effort de financement général de l'OTAN. Alors, au total, Monnet et Schuman ont indéniablement œuvré dans le même sens pour la défense de l'Europe, en cherchant à associer les États-Unis, puis en cherchant d'y associer l'Allemagne de la façon la plus acceptable possible pour les intérêts français. Et là, on voit à quel point intérêts nationaux, intérêts européens et intérêts de la défense commune transatlantique à la fois convergent et en même temps se superposent, au point qu'il est très difficile finalement de dire, voilà, ça appartient à tel domaine ou à tel autre. Et pour les deux hommes, et ça c'est vraiment important, il ne s'agissait pas de préparer la guerre, mais bien de préserver la paix. Et ça c'est important, hein, évidemment, en matière de défense. Je terminerai juste sur un point. Leur nom n'est pas resté associé dans les mémoires à la défense de l'Europe, encore moins à l'histoire de l'OTAN, alors que Robert Schuman en particulier en a été un acteur clé. C'est lui qui a négocié, qui a signé le traité de Washington, qui a œuvré à sa mise en œuvre, que Jean Monnet a travaillé pour l'OTAN via le TCC. Mais si, et là on reparlera d'historiographie dans l'après-midi, je ne fais qu'une hypothèse, mais je pense que si leur nom n'est pas resté associé à la défense véritablement de l'Europe et aux idées de défense, c'est en partie parce que pour eux-mêmes, c'était pas là qu'était l'essentiel et que les mémoires de Jean Monnet en témoignent. C'est pas forcément, je suis en train de vous dire que mon sujet n'était pas important pour eux. En gros, comment se s'appelle la planche. Mais voilà, je pense que pour eux, c'était vraiment pas l'essentiel. Classe C4 comptait, mais classe CED, et sans doute c'est pour ça qu'ils s'en désintéressent assez rapidement. Voilà, c'est pas là que se jouaient les choses fondamentales. Avec quand même juste une hésitation pour Jean Monnet, pour Robert Schuman, il quitte le Quai d'Orsay en janvier 1953. Je ne sais pas ce qu'aurait été sa politique s'il était resté, évidemment, jusqu'en 1954, mais voilà, on ne le saura pas puisque la question ne s'est pas posée à ce moment.